Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 6 mars. Au moins 6 martyrs et 7 blessés arrivent dans les hôpitaux de l'enclave palestinienne. Au cours des dernières 24 heures, le bilan de l'agression sioniste s'élève à 48 446 martyrs et 111 852 blessés à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Donald Trump profère des menaces de mort à l'encontre de tous les habitants de la bande de Gaza si les détenus ne sont pas libérés. Pour le mouvement Hamas, cela encourage l'entité sioniste à se soustraire à l'accord de trêve déjà fragilisé. L'État et les perspectives de la coopération bilatérale algéro-tunisienne dans différents secteurs évoqués lors d'un entretien téléphonique entre le Premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui et son homologue tunisien Kamal Madouri. Et puis la rhétorique nucléaire du président français constitue une menace pour la Russie. Moscou réagit au discours d'Emmanuel Macron. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de faire des victimes dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu en vigueur. Au moins 6 martyrs et 7 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave palestinienne au cours des dernières 24 heures. Le bilan de l'agression sioniste s'élève désormais à 48 446 martyrs et 111 852 blessés depuis le 7 octobre 2023. Si vous gardez des otages, vous êtes morts. Il s'agit là du nouvel avertissement de Donald Trump à tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Les menaces du président américain surviennent après avoir rencontré hier 8 détenus libérés de Gaza lors de la première phase de l'accord de cessez-le-feu et alors que Washington a confirmé avoir eu des contacts directs avec le mouvement de résistance palestinien Hamas. Et le mouvement palestinien Hamas, justement, a affirmé ce jeudi que l'ultimatum de Donald Trump encouragerait l'entité sioniste à se soustraire à l'accord de trêve, déjà fragilisé après que le président américain a menacé de mort les Palestiniens de Gaza si les détenus n'étaient pas libérés. Hamas a appelé, au contraire, Washington, en sa qualité de garant de l'accord, à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle respecte ses obligations. Et réagissant aux nouvelles menaces de Donald Trump, les Ghazaouis ont affiché leur étonnement quant au parti pris par le président américain. Ils préfèrent mourir sur leur terre plutôt que d'en être déplacés. Hossein Jouadi. Gaza, une nouvelle fois dans l'œil du cyclone. Cette fois-ci, le cyclone s'appelle Donald Trump. Le président américain brandit la menace d'une Gaza à feu et à sang si ses injonctions ne sont pas traduites en faits. Au sein de l'enclave dévastée et en deuil, les propos de Trump sont jugés inacceptables, voire comme une provocation. Le Hamas estime que la meilleure manière d'avancer consiste à passer à la deuxième phase de l'accord de trêve qui oblige l'occupation à respecter l'accord signé sous le parrainage des médiateurs. Même son de cloche du côté de la population palestinienne qui montre un courage exemplaire et rejette les déclarations du président américain. Le travail de Trump devrait consister davantage à propager la paix et les échanges entre les factions palestiniennes et l'armée sioniste en échangeant des captifs entre les deux parties et non à proférer des menaces, des reproches et des intimidations à l'encontre de la population de la bande de Gaza qui souffre et vit les malheurs résultant de cette guerre. Les habitants de Gaza affichent une résilience sans faille, déterminés à ne jamais quitter la bande de Gaza. Ils gardent un espoir d'un avenir meilleur. Nous avons entendu ce matin la déclaration de Trump selon laquelle il déplacerait la population de la bande de Gaza. Il appelle à la guerre et soutient Israël par tous les moyens possibles. Ce discours est rejeté. Nous ne partirons pas et nous n'abandonnerons pas notre terre. Au fil des ans, nous sommes restés inébranlables à Gaza, en Cisjordanie et El-Quds et nous le resterons jusqu'à notre mort sur notre terre. Il n'est pas permis à Trump ou à quiconque de nous déplacer de cette terre. L'absence terrible de soutien au peuple palestinien permet aux promoteurs de guerre et de chaos d'agir sans limite et de bafouer tous les droits humains sans craindre aucune répercussion. Malgré cela, se dévoile au monde un peuple courageux et téméraire, toujours déterminé à arracher sa liberté.
Pendant ce temps, l'entité sioniste continue de bloquer l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a averti contre les conséquences de ces blocages sur l'aggravation de la sécurité alimentaire dans l'enclave palestinienne. En ce qui concerne la situation sur le terrain à Gaza, nos collègues humanitaires préviennent que la fermeture récente de tous les points de passage pour le fret annule les progrès cruciaux réalisés dans la fourniture d'une aide vitale depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier. OCHA nous informe que la sécurité alimentaire à Gaza risque de s'aggraver. Les partenaires humanitaires préviennent que si les perturbations dans l'entrée de l'aide se poursuivent, au moins 80 cuisines communautaires pourraient être contraintes de suspendre leur activité et de ne plus fonctionner. Les opérations de démolition et de déplacement menées par les forces de l'occupation sioniste se poursuivent dans les gouvernorats de Cisjordanie, en particulier à Jenin, Tulkarem et Noor Shems, où une cinquantaine de maisons ont été détruites. De nombreuses vidéos ont été publiées, à l'image de celle que vous regardez, montrant des bulldozers de l'occupation poursuivant de vastes opérations de démolition. Et les forces de l'occupation sioniste ont poursuivi leur agression contre Jenin et Sancan pour le 45e jour consécutif, faisant une trentaine de martyrs. Au 6e jour du mois sacré de Ramadan, les forces de l'occupation ont incendié une maison dans le camp de Jenin, forçant 6 familles à évacuer leur maison dans le quartier de Jabriyat et ont poursuivi les opérations de démolition et de destruction. L'agression contre Jenin a aussi provoqué le déplacement d'environ 20 000 habitants de Sancan. Et les femmes et les enfants représentent 70% du nombre des victimes de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Au total, 12 316 femmes sont tombées en martyrs en près de 16 mois. Des chiffres mis en avant par le Bureau central palestinien des statistiques à 2 jours de la Journée internationale des droits des femmes. Naïla Et Hamouda. Elles sont mères, filles, sœurs, victimes d'une réalité brutale. En Palestine, les femmes font face à une double oppression, celle de l'occupation sioniste et celle des conséquences qui pèsent sur leur vie quotidienne. Depuis le début du génocide sioniste sur Gaza, 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Sur les 48 446 martyrs enregistrés jusqu'à présent, 12 316 sont des femmes, selon le Bureau central palestinien des statistiques. Elles ne sont pas seulement victimes, mais aussi des survivantes, forcées d'endurer la perte, l'exil et l'injustice. Les femmes palestiniennes sont toujours confrontées à de sérieux défis pour se rétablir et restaurer une vie normale. Elles sont souvent les premières à souffrir du blocus, de la destruction de leur maison et de la perte de leur famille. Elles assument de multiples responsabilités au sein de leur société. Elles gèrent la famille, notamment l'éducation des enfants durant l'emprisonnement de leur mari, fils et frères. Cette situation les place dans une position de force et de résilience, où elles doivent trouver des moyens pour soutenir leurs proches incarcérés, tout en maintenant l'équilibre de la famille. Pire encore, elles se retrouvent contraintes à affronter l'occupation sioniste, des arrestations arbitraires, des déplacements forcés, l'humiliation quotidienne des checkpoints. Beaucoup de ces femmes se sont retrouvées contraintes de vivre dans des tentes de fortune, un environnement dépourvu des nécessités les plus élémentaires de la vie, ce qui accroît leur souffrance psychologique et physique. Au cours des 10 dernières semaines, l'UNFPA et ses partenaires ont fourni des services de santé et de protection reproductive à 170 000 femmes et filles, mis en place 16 centres de santé temporaires et soutenu des milliers de femmes enceintes, tout en fournissant des fournitures vitales à près de 4 500 mères. En Cisjordanie occupée, 923 Palestiniens, dont 26 femmes, sont tombés en martyrs depuis le génocide sioniste du 7 octobre 2023, à la suite des agressions des forces d'occupation et de leurs collants. Chaque chiffre cache un visage, une histoire, une douleur. Les femmes palestiniennes ne sont pas des statistiques. Elles sont l'âme d'un combat pour la justice et la liberté. Malgré tout, elles tiennent, elles résistent, elles sont la mémoire et la force d'un peuple qui refuse d'être effacé.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui a eu ce jeudi un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Kamal Madouri. Les discussions ont permis de saluer hautement les relations privilégiées entre les deux pays et les deux peuples, tout en affirmant la volonté commune de renforcer les efforts pour hisser la coopération bilatérale à un niveau d'intégration stratégique dans différents domaines, conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays. Les deux parties ont également évoqué l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans différents secteurs, notamment en ce qui concerne le développement des régions frontalières et le renforcement de la coordination et la concertation en vue de leur développement, mais aussi pour relever les défis communs. Dans l'actualité aussi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé un communiqué de presse sur initiative du groupe A3+, dans lequel il a réaffirmé son ferme engagement pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et exprimé sa vive préoccupation concernant les discussions en cours pour l'établissement d'une autorité gouvernementale parallèle dans ce pays. Dans ce document approuvé hier soir à New York, les membres du Conseil de sécurité ont souligné à cet effet que de telles actions risquaient d'exacerber le conflit en cours au Soudan, de fragmenter le pays et d'aggraver une situation humanitaire déjà désastreuse. Au Burkina Faso, un total de 73 terroristes, dont des cadres, ont été neutralisés le 10 février dernier par les forces de défense et de sécurité dans la région de la boucle du Moun à l'ouest, selon la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, citant l'armée. S'agissant des relations tendues entre Alger et Paris, le député LFI et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale en France, Éric Coquerel, a accusé le ministre français de l'Intérieur d'utiliser absolument tous les prétextes pour une escalade avec l'Algérie, reléguant le rôle de la diplomatie au second plan. Éric Coquerel s'exprimait sur France Inter. Nous n'avons pas les nouvelles. La manière dont M. Retailleau prépare 2027, parce que je crois que c'est ça qui est derrière cette histoire, y compris avant même ce qui s'est passé à Mulhouse, on avait déjà des unes de journaux, je crois que c'était l'Express, où vous voyez Retailleau pointer la question de l'Algérie comme une escalade, où on se demande qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois. Il envoie les parages. J'ai lu que l'Algérie s'exposera à une riposte de notre part. Alors c'est quoi la suite? C'est quoi par rapport à ça? On sait que l'Algérie ne fonctionne pas avec ces espèces de pression. Ça a été largement documenté, nos diplomates le savent. Bon, donc, si on veut obtenir des choses de l'Algérie, il n'y a pas une impasse il faut peut-être arrêter, j'allais dire, de mettre des tensions. Le député français a également évoqué la question sahraoui en affirmant que ce n'était pas à la France de décider du sort de la dernière colonie en Afrique. Peut-être qu'il aurait fallu dès cet été d'ailleurs ne pas mettre le doigt dans la question du Sahara occidental. Non pas que sur le fond je dénie telle ou telle position. Je pense que c'est pas à la France de dire si le Sahara occidental est marocain ou si le Sahara occidental doit être indépendant en tant qu'ancienne puissance coloniale. On sait très bien que ça a tendu avec Alger de ce point de vue-là, et depuis on utilise absolument tous les... De son côté, le sénateur français Akli Mellouli a dénoncé avec force ce qu'il a qualifié de dérive inquiétante d'une partie de la classe politique française qui fait de l'Algérie un bouc émissaire au gré des calculs électoraux. 10 000 évidences. Les polémiques de ces dernières semaines ont blessé de nombreux Français ayant un lien affectif avec l'Algérie. Ces femmes et ces hommes, véritables ponts entre nos deux pays, ont éprouvé une légitime indignation. Quant aux nombreux Algériens qui vivent, travaillent et contribuent à la richesse de la France, beaucoup se sont sentis stigmatisés, instrumentalisés et méprisés. Je pense notamment aux médecins algériens qui représentent la première nationalité étrangère exerçant dans les hôpitaux français et qui font fonctionner un système de santé à bout de souffle. Obsession de l'extrême droite et désormais du gouvernement, l'accord de 68 cristallise toutes les tensions.
Cet accord a pourtant été révisé à 3 reprises. À chaque fois, Alger a répondu favorablement, permettant une collaboration constructive. Ces évolutions ont toujours eu lieu dans la discrétion, loin de toute agitation médiatique et dans un esprit de respect mutuel. Aujourd'hui, largement vidé de sa substance, cet accord constitue un frein aux droits des Algériens, les excluant de toutes les avancées législatives et administratives dont ont bénéficié d'autres ressortissants étrangers. Parler de l'Algérie pour faire oublier le reste, c'est l'exercice quotidien auquel s'adonnent des médias français au service de partis extrémistes. La carte Algérie est abattue à chaque fois que la France souffre de problèmes devenus endémiques et où s'annonce une course effrénée à la tête de l'Élysée. Kherdin Batache. Cesser immédiatement toute immigration en provenance de l'Algérie. Mais le fait est que les Algériens ont des relais en France. L'Algérie. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Matin, midi et soir, des médias acquis à la cause de l'extrême droite française déversent leur haine sur l'Algérie et les Algériens, avec pour seule consigne éditoriale l'Algérie bashing. À travers une désinformation méthodiquement orchestrée par un certain nombre de commentateurs, éditorialistes et autres consultants, l'Algérie semble devenue l'unique sujet de discussion au sein des rédactions françaises. Pour la déontologie, on repassera. Cette campagne de dénigrement est menée tambour battant par des médias affiliés et financés par des Crésus français, détenteurs de plusieurs chaînes de télévision, radio et autres titres de presse à gros tirage et dont les accointances avec les sphères de l'extrême droite et les aficionados de l'Algérie française ne sont plus à démontrer. Même si l'ensemble de ces manœuvres semble voué à l'échec face à l'ampleur des défis socio-économiques et politiques auxquels le paysage intérieur est confronté, la séquence médiatique traduit néanmoins un malaise français vis-à-vis d'une Algérie qui change de visage et qui aborde les questions d'intérêt bilatéral sous le prisme de la réciprocité, via une politique auréolée par un retour fracassant de la diplomatie nationale sur la scène internationale, au moment où la voix de la France s'éteint peu à peu sous le poids du passif colonial et des postures rotores, déshonorantes et souvent contraires au droit international. En diversifiant ses partenaires économiques et en affichant clairement ses ambitions à l'export, l'Algérie donne un coup de pied dans la fourmilière française qui s'agite autour des polémiques stériles et des écrans de fumée médiatiques, voilant à peine la course de petits chevaux vers l'Élysée qui se dessine en filigrane de l'escalade annoncée contre les relations algéro-françaises. Et pour en parler, nous avons avec nous Saad Lahnani, député des Algériens de l'étranger de la zone 2. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci. Alors, jusqu'où sont prêts à aller, selon vous, les médias français pour dissimuler la vérité au peuple français? Merci de m'inviter d'abord. Et puis, je souhaite un bon ramadan à tous les Algériens. Merci à vous. Je voulais signaler quand même que la communauté algérienne en France est partagée par deux sentiments. D'abord, un sentiment de peur, de frayeur compte tenu des propos qui sont tenus par des officiels français, mettant en cause les Algériens dès qu'il y a un crime, surtout s'il provient de la part d'un Algérien, qu'il soit psychopathe ou malade, etc. Donc tous les Algériens, toute l'Algérie est mise en cause, ciblée, montrée du doigt. Ce sentiment agace un peu les Algériens, les agace énormément. Et d'autre part, moi, je peux vous dire que tous les Algériens de France sont convaincus que leur pays, l'Algérie, a tenu une position, une attitude très très ferme, solide, digne, et ils sont fiers de leur pays. La France vit actuellement un climat de tension dominé par l'extrême droite et la droite française qui appuie quasiment à l'extrême droite. Elle propage des mensonges, elle puise son idéologie dans les crimes du colonialisme et de l'OAS. Ils ont une seule chose en bouche, matin, midi et soir, l'Algérie. Dès qu'ils se réveillent, il y a l'Algérie qu'ils accusent de tous les maux. On a l'impression qu'on est ciblé. C'est la première fois, moi je vis en France depuis près de 40 ans, et c'est la première fois où, sincèrement, quand je sors
les marchés, quand je sors dans les supermarchés. J'ai peur parce que la tension est tellement forte qu'on peut être à tout moment cible d'une agression. Malheureusement, je le redis, la responsabilité de l'État français, notamment du président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, est très forte parce qu'il aurait dû siffler la fin de la récréation depuis bien longtemps, mais il a laissé l'extrême droite propager des mensonges et cela se fait forcément aux dépens de la tranquillité, de la paix des Algériens. Cette campagne a atteint des niveaux jamais égalés par le passé. Jamais les Algériens n'ont vécu de telles menaces, de tels mensonges, un esprit vindicatif, les montrant comme des voyous. D'ailleurs, on a vu des responsables politiques français parler d'État voyou en parlant de l'Algérie, eux-mêmes qui ont été jugés par la justice française et qui ont été condamnés. Et malheureusement, ça passe inaperçu. Et il n'y a que l'Algérie, les Algériens qui sont montrés des doigts. Les Algériens, je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté, sont déterminés à ne pas être le dindon de la farce dans ce manège médiatique qui est mené par l'extrême droite. Cette extrême droite qui d'ailleurs n'a pas de légitimité parce que nous vous remercions. Parce que c'est la gauche française qui a gagné les élections et voilà, par des subterfuges politiciens, ils ont accédé au pouvoir. Très bien, nous vous remercions Saad Lahnani pour votre éclairage, mais aussi pour votre témoignage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes député des Algériens de l'étranger de la zone 2. Et dans un discours prononcé hier soir, Emmanuel Macron a abordé des enjeux majeurs, tant pour la France que pour l'Europe, en particulier la dissuasion nucléaire contre la Russie et la défense européenne, un discours qui laisse entrevoir une posture plutôt solitaire. Tinhinan Makassi. C'est dans une posture de président de l'Europe que Emmanuel Macron, élu pour un deuxième mandat à la magistrature suprême de la France en mai 2022, s'est adressé au peuple français mercredi soir, avec à l'ordre du jour la dissuasion nucléaire contre la Russie et la défense européenne. De prime abord, Macron semble rester fidèle à ses mantras politiques. Depuis 2017, celui qu'on surnomme le candidat de la finance mise toute sa stratégie sur l'Europe. Mais à y voir de plus près, c'est un président dont l'exercice du pouvoir est à bout de souffle qu'on retrouve à l'image des institutions de la Ve République. Depuis la dissolution du Parlement en juin dernier, les vieux démons de la Ve République refont surface, alors que l'Europe se dirige vers une nouvelle configuration politique et sociale. Macron veut aller à contre-courant, rappelant l'entêtement des dirigeants de la 4e République, alors que les anciennes colonies se sont engagées dans les processus de la décolonisation. C'est donc au peuple français de devoir une nouvelle fois se sacrifier pour le rêve européen de Macron, rappelant le forcing de l'ancien président Sarkozy pour la résurgence de l'OTAN, qui trouvera son salut en l'Ukraine. C'est donc au monarque européen sans trône que Macron a brandi la menace nucléaire, avec l'infime espoir que cela puisse hisser son pays dans les couloirs des grands jeux internationaux. Face à un Trump qui veut négocier avec son homologue russe et une Europe en mort cérébrale, Macron a-t-il peur d'un deuxième Yalta? Par sa défiance à Moscou, Macron aurait-il oublié que si la Ve République doit sa place au Conseil de sécurité à un certain Winston Churchill, l'Europe, quant à elle, doit son salut à Staline? Réagissant au discours d'Emmanuel Macron, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que la rhétorique nucléaire du président français constituait une menace pour la Russie. Bien sûr, c'est une menace pour la Russie. S'il nous considère comme une menace, s'il convoque une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne, s'ils disent qu'il faut utiliser les armes nucléaires contre la Russie, c'est bien sûr une menace. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour l'échiquier. Excellente soirée.